Je suis à l'antenne là. C'est à l'antenne, Richard. On est bon. Madame, Oui, oui, mademoiselle, monsieur, c'est bon? On y va? on y va. Ok. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur La Une TV, une émission La Une TV, ce soir absolument exceptionnel avec, vous l'avez vu, notamment ce week-end, des marées humaines à perte de vue dans plus de 130 villes de France. C'est du jamais vu en plein été. Nous sommes ici le contre-pouvoir de ce pays, une opposition puissante qui aujourd'hui dit non aux abus. Vous le savez, beaucoup trop nombreux. Les médias étant devenus le premier des pouvoirs, nous avons décidé de créer un contre-pouvoir médiatique avec, en avant-première ce soir, de La Une TV, cette chaîne qui se fait la chaîne du peuple. Extraordinaire que de monter cette chaîne tous ensemble. Tous ont répondu présent. Cette chaîne, ce n'est pas la mienne, même si j'en reste bien sûr le fondateur, mais c'est la nôtre et c'est surtout la vôtre. Elle verra le jour officiellement, donc vous le savez, le 2 septembre prochain, mais eu égard, je dirais, aux événements dramatiques dans ce pays de ces derniers jours, nous avons décidé avec Cyril d'accélérer son lancement. Grâce donc à Cyril qui nous aide technologiquement, matériellement, grâce à toute l'équipe, il faut le dire, de la Minute de Ricardo qui s'est vraiment démenée pour que cette émission montée en l'espace de 3 jours puisse voir le jour. Merci également à Yannick Urien qui nous accueille ici à La Baule, dans ces très beaux studios, vive donc à ce Zoom public géant en guise donc d'avant-première. Cette émission sera co-animée, sera animée en tout cas comme une émission télé avec notamment Natacha, qui est une ex de D8, qui a décidé de quitter les mainstream pour venir nous rejoindre. Et avec tous ces animateurs ici, vous voyez de renom que vous connaissez par cœur et vraiment que je salue du fond du cœur ce soir. L'image que vous voyez ici, vous voyez, est extrêmement forte. 40 figures de l'opposition médiatique vont se succéder ce soir, rassemblées sur une seule et même chaîne, la Une TV. C'est sûrement du jamais vu dans l'histoire de France et peut-être même de la francophonie. L'émission se décomposera donc en 10 parties. La première partie, ce sera une présentation individuelle de tous nos invités, vision notamment de ce week-end, des manifestations, de la situation dans chaque pays de la francophonie aujourd'hui et vision de l'avenir, notamment avec Jean-Dominique Michel. De la situation régalienne avec la police, avec l'armée et avec une interview, vous allez voir, extrêmement intéressante et attendue de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui a créé Place d'Armes, qui a réuni 130 000 signataires aujourd'hui, à la fois de la police, également de l'armée et de la gendarmerie. Et puis, l'interview, vous le voyez ici, il est quelque part par là, du fameux pompier de Lyon. Il s'appelle Yannick, dont la vidéo sur les AVC a fait vraiment le buzz et cette vidéo est devenue virale. Nous aborderons également l'aspect économique avec la vision notamment de Pierre Jovanovic, la vision prospective, on l'a dit tout à l'heure, de Jean-Dominique Michel. Et puis le quatrième point, ce sera au niveau bien sûr de la santé. Bien sûr qu'on l'évoquera ce soir. Nous reviendrons sur les dernières dispositions, les derniers chiffres, la vraie situation sanitaire en France et dans la francophonie, avec notamment des médecins de premier plan que vous connaissez tous, la présence exceptionnelle du professeur Perron, qui sera avec nous dans quelques instants, d'Alexandra Orion-Caude, qui est ici, de l'urgentiste Denis Agré. Nous verrons également dans une cinquième partie l'avenir politique que cette crise nous réserve. Nous avons décidé, figurez-vous, et oui, de nous priver des politiques et cela volontairement. Cette chaîne, il faut le dire ici, ne servira pas la soupe à personne et encore moins à nos politiques qui nous ont tous, de près ou de loin, trahis, cela les uns après les autres et qui changent de couleur au gré de leur arrivisme. Après, c'est vrai en France, en tout cas, honnêtement, aucun aujourd'hui ne se détache véritablement comme leader. Il ferait de très bons ministres, mais pour l'instant, en tous les cas, pas de président. Et à 1 an maintenant des présidentielles, eh bien, nous sommes vraiment dans de sales draps. Et cette chaîne servira de casting géant. Les mouvements citoyens, eux, sont légitimes. Ils seront présents ce soir, car ils s'appuient sur le peuple. Nous allons entendre 3 ou 4 mouvements citoyens d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. On verra comment remplacer Macron, par qui, comment, dans le calme et bien sûr le respect des institutions.
Le sixième point sera l'aspect social, avec notamment les infirmières. On aura la représentante du collectif qui réunit un nombre absolument incalculable d'infirmières venues donc rejoindre ce mouvement et du corps médical en règle générale, elle nous le dira, mais aussi des représentants des Gilets jaunes de la première heure, les organisations alternatives comme Animap qui seront là ce soir, qui regroupent tous ces commerçants qui sont, vous savez, désabusés, qui sont désappointés, qui sont asphyxiés, qui sont tétanisés aujourd'hui, ces restaurateurs, l'événementiel, les voyagistes, les petits commerces, les coiffeurs, ce qu'on appelle en fait aussi les CHR, ce sont les cafés, hôtels, restaurants qui sont dans la panade la plus complète. Tous vraiment sont perdus avec ce pass sanitaire complètement à la noix. 7, alors il faut que je reprenne mes notes, mais 7, c'est nous allons traiter de l'aspect juridique, bien sûr, avec tous les recours en droit possibles aujourd'hui, boycott, désobéissance civile, recours au Conseil d'État, les juridictions internationales qui aujourd'hui voient le jour, avec notamment Maître Brusa, que j'ai eu au téléphone encore il y a quelques instants, Virginie Arroyo-Recha. Il faut savoir, et je tiens à le dire, parce que je suis honnête et je tiens à le dire, Divisio n'a pas daigné venir, le seul invité quasiment à refuser. Il préfère, m'écrit-il dans un mail, se concentrer sur la préparation des émissions à la rentrée pour Hanouna. Eh bien, dans cette chaîne, chacun se reconnaîtra en effet. En 8, on abordera, parce que c'est très important, l'aspect culturel. On sait qu'un régime dictatorial s'instaure dès lors qu'il verrouille à la fois les médias, c'est ce qu'il a fait, couper le lien spirituel, ce qu'il est en train de faire, et dénature la culture, ce qu'il est en train de faire tout autant. On fera le point également donc, sur ce sujet avec Ingrid Courrèges, avec Marie-Sophie L, que vous connaissez bien, qui est aussi, il faut le dire, restauratrice, et avec Delphine Volange, qui nous lira un très beau texte avec sa voix merveilleuse. Nous aborderons tous les aspects pratiques. Ce sera dans le 9e point, passe sanitaire, campagne de vaccination, privation de nos libertés. Demain, la vaccination, bien sûr, pour nos enfants, avec un très beau témoignage au Québec. Le désarroi des étudiants, notamment qui vont rentrer en fac. Donc, nous aurons tout au long de cette émission, il faut le dire, 2 salves d'invités. La deuxième salve arrivera à 22h30 et nous terminerons donc avec une mise en perspective. Nous ferons bien sûr avec nos invités un tour du monde de la francophonie en voyant quasiment tous les territoires. Nous allons les passer en revue, territoire par territoire, pour savoir comment cela se passe sur place. Et nous parlerons également des prochaines étapes, notamment avec Alexandra Henrion-Côte sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant, so what, et donc la transformation. Maintenant, je vais demander à chaque participant ici présent, j'ai assez parlé, de nous dire comment il voit les choses sur la situation présente et à venir, le tout en l'espace de 2 minutes. Donc, je vais commencer peut-être par Natacha, que je vous présente ici. Je vous disais qu'elle est ex-mainstream. Donc, en 2 minutes, Natacha. Et puis ensuite, on va suivre. Je ne vais pas vous relancer à chaque fois. Vous allez vous présenter, nom, prénom, même si tout le monde vous connaît ou presque. Mais vraiment pour nous dire en l'espace de 2 minutes ce que vous attendez à la fois de cette émission et comment vous voyez et surtout ce qui intéresse les gens, les choses. Merci à vous. Ton micro, Natacha. Le micro de Natacha. Natacha n'a pas son micro. Natacha n'a pas son micro. Est-ce qu'elle peut l'ouvrir, s'il vous plaît? Natacha, on ne t'entend pas. Natacha, tu ouvres ton micro en bas à gauche. Tu cliques. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir avec vous. Je suis absolument ravie de faire partie de cette équipe et de travailler avec Richard Boutry à cette nouvelle émission, La Une, que vous allez découvrir avec nous un petit peu de façon précipitée, mais aussi au mois de septembre, parce que La Une, c'est vraiment une voix. C'est une voix qui rassemble. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette émission, c'est rassembler toutes les voix pour que tout le monde ait la parole et que la colère ne soit pas qu'un cri unique, mais un cri collectif pour une action collective. Voilà, parce que dans un peuple qui est traité comme du bétail, nous sommes devenus des moutons. Et vous savez bien comment ça se termine avec les moutons, ça termine en méchoui et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on est très content de vous avoir tous, médecins, juristes, alerteurs, avocats, gens de la culture, pour justement pouvoir tous crier ensemble non à cet état de dictature qu'on nous donne. Merci beaucoup. Au suivant. Allez-y, il faut qu'il y ait du rythme. Quelqu'un prend la parole. Bon, je la prends alors. Dans ce cas-là, on y va, on envoie. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde.
Un grand bravo pour ce démarrage de la Une TV. Les gens qui me connaissent, je suis tout le temps en train de critiquer un petit peu les médias mainstream parce qu'on ne peut pas dire la vérité en fait sur ces médias. Et moi, je veux la voix du peuple. J'ai rencontré Richard depuis pas très longtemps et ravi de l'avoir rencontré. Et cette idée, je la trouve vraiment formidable parce qu'on a besoin d'entendre vraiment la voix du peuple aujourd'hui sans qu'on soit enfermé et qu'on ne puisse pas dire ce qu'on puisse dire. Donc, je suis content d'être avec vous ce soir. J'espère que ça avancera dans le bon sens, mais je n'en doute pas. J'en suis absolument certain. Notre pays est en phase d'une décision très, très grave qui est en train de se passer parce qu'on est en train de défendre nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Il faut qu'on les défende jusqu'au bout. On va les défendre tous ensemble et j'espère qu'on sera tous fraternels pour que ça puisse marcher. Merci, Richard. Merci, Olive Olive, que j'ai croisé pour la première fois sur les plateaux d'Hanouna. Qui prend la parole maintenant? Salut Richard, Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec. Alors, très fier de participer à cette initiative fantastique dans cette guerre de l'information contre les puissances mondialistes. Et je vais dire que cette initiative d'un média qui fédère tous les lanceurs d'alerte, la Une, est absolument essentielle. Parce qu'on est à la croisée des chemins. On vit un moment historique. Il faut remonter, je t'en parlais hors d'onde, peut-être à 2000 ans. Il y a 2000 ans pour voir ce genre d'opération de division de la population, alors que Emmanuel Macron et François Legault au Québec parlent d'imposer un pass sanitaire. En France, c'est fait. Ici, on évoque l'idée très fortement. Il faut remonter donc à l'époque de Jules César, c'est-à-dire dans sa conquête des Gaules. Et la stratégie était de diviser le peuple pour pouvoir régner. On semait la division entre les différents chefs gaulois afin de pouvoir conquérir le territoire. Ils font exactement la même chose ici, alors que nous nous chicanons entre nous, alors que nous sommes pris à la gorge les uns les autres, même au sein des familles. Les puissances mondialistes, elles, ne souffrent d'aucune critique. On ne critique pas les politiques monétaires, etc., alors que le peuple se prend à la gorge. À l'époque de Jules César, on attaquait, au niveau de la tribu, les tribus entre elles. Maintenant, avec la télévision, ils sont capables de pénétrer au sein de la famille et de nous diviser, entre frères et sœurs, mère, fils, père, oncle, etc. Donc, c'est une stratégie extrêmement pernicieuse. Il crée deux classes de citoyens comme il y a 70, 80 ans. C'est du jamais vu et il faut résister à ça. Comment on le fait? On le fait à travers une guerre de l'information, qui passe par la fédération de tous ces lanceurs d'alerte contre les puissances mondialistes. Alors, c'est une excellente initiative. Bravo, Richard, d'avoir mis ça sur pied. Merci beaucoup, Alexis. Et c'est aussi en grande partie grâce à toi. Et tu sais pourquoi. Quelqu'un d'autre prend la parole. Allez-y. Si vous voulez, je reprends, je continue. Vous m'entendez? Allez-y. Bien sûr, Salim, bien sûr. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. J'ai écrit un petit texte pour ne pas dépasser 2 minutes, sinon ça va durer 4 heures. J'ai la parole est assez facile. Donc, très heureux de participer au projet de la Une TV, ce projet de Richard Boutry et toute l'équipe. Et parce que franchement, nous vivons un moment très, très, très grave. Nous vivons l'instauration d'une tyrannie en France depuis le funeste 12 juillet dernier, après les déclarations folles de Macron. Il n'est pas question ici de politique ou de quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de s'unir pour défendre ce qu'il y a de plus important et de sacré pour nous tous, notre liberté. Il s'agit également de défendre avec une très grande détermination la vie et l'intégrité physique de nos enfants. Bien entendu, les médias mensonges vont nous traiter de tous les noms sans jamais répondre sur le fond aux arguments. On sera traité d'intégristes, d'antivax, de violents et pourquoi pas de terroristes. On va y avoir droit. Afin de diviser la population et politiser le débat. On sera traité également d'appartenir à l'extrême droite, blabla. Tout ceci est attendu. On le sait déjà et plus personne ne tombera dans ce vulgaire panneau et certainement pas celui de l'accusation de complotisme. Parce que là, je vais reprendre les propos de Philippe Hunnemann, directeur de recherche à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques CNRS Paris-Sorbonne. Depuis quelques années, l'accusation de complotisme est devenue un lieu commun qui oriente le débat public d'une façon hyper paralysante. Cela joue beaucoup sur ce que l'on va se permettre de dire, car l'on ne veut pas passer pour un complotiste ou laisser penser que l'on encourage ce genre de théorie, alors que c'est un concept vide de sens. Vide de sens.
jamais vu une définition aussi parfaite du concept de complotisme. Oui, la situation est extrêmement grave et il est normal que le peuple soit déboussolé. Il ne faut pas en vouloir non plus à tous ceux qui croient la doxa du gouvernement, même s'il suffisait de voir Macron crier « parce que c'est notre projet !» lors de la campagne présidentielle de 2017 pour comprendre que la situation était catastrophique. Un fou a pris la présidence. Je vous en conjure, levez-vous contre cette folie, car si vous laissez faire ce pass sanitaire ségrégationniste, ceci ne s'arrêtera jamais, car cela n'a rien à voir avec une crise sanitaire, mais plutôt un changement complet de paradigme sociétal. Ces restrictions vont se multiplier dans un futur très proche, notamment avec la fameuse crise climatique. Vous avez vu là les inondations en Belgique et en Allemagne. Merkel vient de faire des déclarations dans ce sens. Ne perdez pas espoir, bien au contraire, la lutte ne fait que commencer. Et nous avons tous constaté la présence de foules immenses hier, 17 juillet, dans toute la France, manifestant contre cette tyrannie, alors que nous sommes en pleine vacances estivales. Pardon. Ok, Salim. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je sais que tu es un des lanceurs d'alerte les plus puissants. En tout cas, on est très honorés que tu sois parmi nous. Tu représentes les quartiers de Marseille, notamment. Toi qui es dentiste en parallèle et qui t'es lancé donc, dans cette très, très belle aventure. Quelqu'un d'autre prend la parole? Sylvano? Allez, Sylvano, go. Eh ben, bravo Richard pour cette initiative, puisque effectivement, tout ce qui a été dit jusqu'ici, je le partage totalement. Et on s'aperçoit que sans les médias, les Français ne s'apercevraient même pas qu'il y aurait une petite épidémie qui court dehors. Je rappelle qu'en France, les virus à voie respiratoire font 60 000 morts par an. Et jusqu'ici, dans le silence assourdissant des médias. Et en plus, non seulement, avant, on comptait par an, mais eux, maintenant, ils cumulent, quoi. Ça veut dire qu'avant, si c'était 60 000 de voies respiratoires par an, ça faisait 120 000 tous les 2 ans, 180 000 tous les 3 ans. Donc, les médias, c'est une base importante de la propagande de Macron. Et on s'aperçoit que ce gouvernement ment. On l'a vu avec France Soir, avec l'interview de Peter McCullough, que tout ce qu'a dit Macron dans son allocution l'autre soir était totalement faux. Et on y reviendra, je pense, dans cette émission. Sinon, voilà. Merci Sylvano. Bien sûr, Alexandra, c'est inutile de te présenter, Alexandra, mais peut-être déjà un petit mot d'emblée sur cette mobilisation ce week-end que tu as vécu de l'intérieur, puisque tu étais sur place, bien entendu, à Caen, je crois, non? À quand? À quand la fin? À quand la fin de tout ce que nous vivons? C'est pour ça que je suis allée à Caen. Oui, on espère vraiment. Non, j'y suis allée à Caen parce qu'on pensait que les gens étaient un petit peu en repos ou un peu endormis là-bas. C'était les informations que j'avais eues. Et en fait, en guise d'endormi, je me suis retrouvée dans une foule, marée humaine de 3000 personnes. Je crois que je dois avouer, je n'avais jamais vu cela depuis le début des différents rassemblements auxquels j'ai participé. Donc, c'était extraordinaire avec une ambiance magnifique. C'est vrai que les conditions climatiques nous aidaient. Et cela nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est que finalement, nous manifestions sur un concept totalement hallucinant d'un soi-disant pass sanitaire, mais je ne vois ni le pass, ni le côté sanitaire d'un vaccin qu'on nous impose en guise de pass, je ne le vois pas trop. Et ce vaccin qui, visiblement, sur les différents variants à venir, on n'en a aucune assurance, alors qu'on sait très bien qu'on va aller de variant en variant. Et rien que sur le variant Delta, on s'aperçoit, les Israéliens nous l'ont dit, que le vaccin actuel ne fonctionne pas dès à présent. Donc, on est sur une espèce de quête chimérique d'une situation extraordinaire où, en plus, les fameux passes ne passent pas non plus dans les populations dans lesquelles ils ont été mis. Je veux parler d'Israël, le Green Pass qui n'a pas bien duré longtemps puisqu'il a été supprimé depuis, donc c'est caduque. Les QR codes à Moscou qui ont été mis en place et qui ont été supprimés depuis, de la même façon. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il n'existe pas pour le moment de contre-exemple, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une situation où cette histoire de pass demeure et cette histoire de sanitaire demeure. L'un parce que effectivement il est caduque et il tombe, donc il n'y a pas de passe.
Donc, c'est un concept, c'est une chimère. Et l'autre qui était sanitaire, parce qu'en fait, on sait qu'on va aller de variant en variant et qu'on voit qu'a priori, tous les variants qu'on voit arriver sont de plus en plus contagieux et de moins en moins dangereux. Et que finalement, on n'a aucune preuve de l'efficacité des vaccins sur ces nouveaux variants. Donc voilà la situation ubuesque dans laquelle on se retrouve avec cette énergie extraordinaire des vaccinés et des non-vaccinés ensemble, parce que les vaccinés ont compris ce qui les attendait avec le fait que bien, la prochaine étape, c'est la 3e dose. Donc, ils ont compris, ils commencent à comprendre que l'obligation les concerne très directement. Et donc, en fait, alors, il y a ceux qui sont discrètement derrière nous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de contacts qui me disent, mais continue, parce qu'en fait, on vient de prendre conscience que c'était une 3e dose, une 4e dose qui allait nous être imposée. Et je peux vous dire qu'en général, quand ils ont eu 2 doses, ils n'ont pas du tout envie de leur 3e dose. C'est une façon, enfin, moi, en tout cas, ceux que j'ai autour de moi. Et puis ceux qui sont plus proactifs et qui véritablement viennent enfler à nos côtés et s'unir dans ce que je peux appeler effectivement un combat contre une injustice absolument invraisemblable, une infamie. Merci beaucoup. On va donner bien sûr la parole au professeur Perron là tout de suite, qui va rebondir sur vos propos, professeur. Comment réagissez-vous? Bonsoir, je suis désolé, j'ai des problèmes techniques pour me connecter, mais maintenant ça va. Moi, je crois qu'on est face à une des situations les plus ubuesques qu'on ait jamais vues dans l'histoire de la médecine, où l'épidémie, soi-disant épidémie, maintenant elle est terminée. Quand on regarde dans le monde entier, le nombre de cas chute, sauf que avec cette PCR continue à générer beaucoup de pays de faux cas pour entretenir un peu l'épidémie. Il n'y a plus de... Quand on regarde les chiffres officiels dans le monde entier, le nombre de morts est bien ridicule, même au Brésil, en Inde, ça se casse la figure. Et ce soi-disant variant Delta, dont notre ministre, M. Véran, dit qu'il va tuer tout le monde, le variant Delta, il ne tue personne. C'est un variant, comme dans toutes les épidémies depuis l'histoire de l'humanité, un virus, quand il s'habitue à l'homme, il perd de sa virulence. Et les variants perdent de leur virulence. Donc le variant Delta ne menace personne. Il n'y a plus de morts avec le variant Delta dans le monde entier. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit que le variant Delta attaque les gens qui sont vaccinés, soi-disant vaccinés, ce n'est pas un vaccin, c'est un produit d'industrie pharmaceutique qui met sur le compte d'un vaccin. Ce n'est absolument pas un vaccin, ça ne protège pas. Ce sont les vaccinés qui font plus de formes graves, qui entretiennent l'épidémie, qui sélectionnent les variants. L'exemple de la Grande-Bretagne est tout à fait parlant. Donc, il faut arrêter. L'urgence de santé publique pour sauver le peuple de France, c'est d'arrêter en urgence cette campagne de soi-disant vaccination, qui n'est pas une vaccination, d'inoculation de substances qui ne sont pas évaluées correctement et qui peuvent avoir des conséquences graves sur le peuple français. Donc, je dis aux Français, maintenant, il faut résister. Il ne faut pas céder à la pression, qui est une pression politique qui est inacceptable. On ne peut pas imposer l'inoculation de substances non évaluées d'un point de vue scientifique, qui sont des substances expérimentales dont on n'a pas fini toutes les étapes de validation, pour imposer aux Français de se faire vacciner pour aller au bar, au restaurant, voyager. Je dis aux Français, aux jeunes, surtout les jeunes qui se précipitent pour dire on va faire la liberté, résistez. N'allez pas en Grèce, n'allez pas en Espagne pendant un an, vous en foutez, vous résistez. Et puis après, vous retrouverez la liberté. Et plus vous allez concéder au gouvernement, plus il va vous en imposer une dose, 2 doses. Bientôt, il va vous dire, ah ben oui, vous avez été gentil, vous avez accepté. Ce sera obligatoire de faire 3 doses, 4 doses, etc. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, même si la liaison n'est pas bonne. La teneur de vos propos est tellement importante que je me suis permis de vous laisser, même s'il y a un confort d'écoute qui n'est pas optimal. Carlo Brusa est avec nous ce soir. Carlo, on a participé à plusieurs manifestations ensemble. Tu as un succès incroyable, notamment auprès de la population. Il faut dire que tu es une grande voix. Tu gueules plus que personne et en tout cas, ton message passe. Aujourd'hui, quelles sont tes premières réactions par rapport à ce week-end notamment?
On t'entend pas. On t'entend pas, Carlo. Non, on t'entend pas. Voilà, je viens d'activer le micro. Merci. Si Alors, Francis peut couper son micro, si Francis peut couper son micro. Parce que je suis obligé de faire sortir, on entend le bébé derrière, si tu veux. Alors, vous voyez, je m'appelle Hélène Plumet ce soir, effectivement. Non, on a coupé le micro à Carlo, là. On a coupé le micro de Carlo. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Voilà, là, c'est bon. C'est bon. Alors, je disais que la 5G a déjà fait son effet sur moi et sur la vaccination, parce que naturellement, j'ai déjà fait mes 7 doses et naturellement, j'ai changé de sexe. Donc, je m'appelle Carlo Bouza et je suis devenu Hélène Plumet. Je suis très heureux d'être là avec vous, avec ma féminité qui est portée par cette nouvelle modification génétique que naturellement, Alexandre Yancode et le professeur Perron connaissent parfaitement, la transformation de l'homme en femme après avoir été piqué 7 fois par le Pfizer-BioNTech, et naturellement, avec un petit coup d'AstraZeneca et avec un petit peu de sel et poivre de Moderna et de Johnson & Johnson. C'est du talc aussi à la fin, on savait, pour éviter d'avoir des brûlures à la suite de l'usage des petites culottes dont je n'avais pas l'habitude. Donc après cette introduction qui relève plutôt de Bigard que de Carloberto Rosa, dans lequel je m'inspire parce que j'ai envoyé à Francis Lalanne un poste extraordinaire d'un groupe qui veut faire de la délation, et il y a un père de famille qui dit « J'ai mon enfant qui écoute Lalanne et Bigard tous les jours du matin au soir, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'était merveilleux. Ça veut dire, voilà, voilà le niveau parfois de ceux qui veulent que nous soyons mis sur l'échafaud. Pour revenir une minute aux choses sérieuses, je suis très heureux du travail que nous avons fait ensemble, parce que vraiment, on est allé au-delà de nos égos. Et la manifestation de samedi, Alessandra était à Caen, moi j'étais à Poitiers. Je suis allé à Poitiers parce que c'était assez symbolique. C'est là qu'on a bloqué une déferlante. Et moi je pense que samedi, quelque chose s'est passé. Par des informations que j'ai, je sais que le premier cercle a été touché. Pour le moment, le premier cercle observe ce que nous faisons et il attend la dimension, la réaction un peu style gilet jaune. Ça veut dire tout simplement, pour le moment, ils disent c'est du feu de paille. Par contre, ils vont certainement aller de l'avant avec le turbocompresseur. C'est pour cette raison qu'il faut faire un travail très important. Et alors, j'attire votre attention sur un point fondamental. C'est le fait que nous ayons été dans la rue samedi, que nous avons bougé ensemble, qu'on s'est placé de front face au pouvoir, qui a déclenché quand même des réactions très fortes au niveau médiatique, parce qu'enfin, il y a eu la parole, même s'il y a eu une tentative de récupération de la part de Philippot, que je trouve inadmissible, parce qu'il s'est présenté comme celui qui avait organisé ce qui est totalement faux, parce que ceux qui sont là le savent très bien. Après, la question de mon confrère Divizio, j'ai vu déjà des commentaires, et le fait qu'il ne soit pas là ce soir me dérange beaucoup, pour raison très simple, parce qu'en réalité, je ne comprends pas très bien la dynamique et la démarche qu'il entend entreprendre, alors que pour moi, c'était très important ce soir, avec des personnes comme vous, des personnes de la première heure, parce que moi, je dis sincèrement que si j'ai un maître, j'ai Sylvano Trotta, si j'ai une aspiratrice, j'ai Alexandre Yancode, si j'ai un lanceur d'alerte, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est du Francis Lalanne, c'est ce champ-là que je me suis inspiré quand moi, je voulais faire du droit pour parler de la Covid, parce qu'en réalité, je ne savais rien, alors que eux, ils avaient déjà compris, ils avaient déjà ouvert la brèche. Et je me rappelle que depuis le début, j'étais un fan de la première heure de cet Italien qui est Sylvano Trotta, qui est aujourd'hui pour moi une muse. D'ailleurs, j'ai sa photo à côté de mon lit, je la regarde tout le soir et je le fais, tu sais, comme les Napolitains. Au lieu de voir Maradona, je le cajole pour qu'il me donne des aspirations. Donc, j'ai voulu une introduction un peu humoristique parce qu'on se connaît. On connaît le contenu de nos interventions et vous savez qui je suis. Mon but, c'est vraiment de travailler avec vous. Je n'ai aucune aspiration personnelle. Je n'ai pas envie de devenir sénateur. Je ne peux pas l'être, ni député, ni président. Donc, le jour que la liberté sera là, je rends la clé et je rentre à cultiver les poireaux dans mon petit morceau de terre à la campagne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis là à vos dispositions pour répondre et apporter mes petites connaissances de droit. Merci beaucoup. On a la chance aussi d'accueillir Valérie Bugeaud qui est avec nous de la première heure. Elle a tout de suite dit oui. Elle qui vraiment voit les choses d'un point de vue tellement avec une hauteur de vue qui est absolument impressionnante. Valérie, comment tu perçois les choses là aujourd'hui et dans un futur proche ?
Bonjour Richard, merci de m'accueillir. Eh bien, je perçois les choses, je perçois ta... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien, M'entends? oui, très Oui. bien, très, très bien. Alors, moi, j'ai une vision, évidemment, je suis docteur en droit et je fais de la géopolitique juridique, donc j'ai une vision plus politique, plus juridico-politique. Et en effet, je considère que ton initiative est extrêmement salutaire en matière de communication et de médias parce que j'estime, et d'ailleurs, ce n'est pas une estimation, le président Macron, à partir du moment où est sortie la première loi le 23 mars 2020 d'urgence sanitaire, a dit que nous étions en guerre. Or, lorsque nous sommes en guerre, nous sommes sous propagande de guerre. Qui dit propagande de guerre dit tous les médias aux ordres d'une caste. En l'occurrence, il s'agit d'un mystérieux conseil de défense dont personne ne sait auprès de qui il prend réellement ses ordres, mais c'est quand même quelque chose de nature militaire. Donc, on tourne quand même les yeux vers l'OTAN, étant donné que tous les pays occidentaux et européens sont concernés, pas seulement la France. Donc, il ne s'agit pas de l'armée française, a priori. Donc, on tourne nos yeux vers l'OTAN, vers les réseaux du Stay Behind. Et en effet, on se dit, étant sous propagande de guerre, il est urgent de contrer cette initiative pour libérer la parole et faire en sorte que les gens qui sont très mal finalement dans leur peau et qui vivent très mal cette expérience, je dirais, parce qu'effectivement, il s'agit d'une expérience sanitaire mais également politique, puissent trouver des repères et puissent avoir aussi un soutien parce qu'il s'agit de se soutenir vraiment, de se réunir pour se soutenir et surtout de ne pas se diviser entre vaccinés et non vaccinés, qui est exactement faire le jeu de nos ennemis. Merci Donc, beaucoup, je suis Valérie. très heureuse de participer à ça. Super. Jean-Jacques, alors on a parlé de toi il y a un instant. Alors, on va repartir là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, non pas au Canada, mais au Québec, hein, cette province avec nos amis, nos cousins qui nous sont si chers sur place. Toi, d'un œil à la fois extérieur, sur la situation française, dans un premier temps, tu le vois comment? Eh bien, donc moi, effectivement, je vis au Québec, mais je suis belge d'origine, ce qui fait que j'ai une partie de mon cœur en Europe, une partie de mon cœur en Amérique du Nord. Et je dirais que moi, j'ai toujours eu deux passions au niveau professionnel. C'est d'une part l'étude des phénomènes de pouvoir et de manipulation interpersonnelle, et d'autre part, ce qu'on appelle pompeusement l'épistémologie des pratiques médicales. Ça fait plus de 35 ans que je me passionne pour toutes ces choses-là. Et moi, la situation telle qu'on la vit, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis, en Argentine, etc., parce que j'ai des contacts un peu partout dans le monde, ça me fait penser au philosophe Hegel dans sa dialectique de maître et de l'esclave qui disait « Lorsque l'esclave meurt, le maître disparaît ». Ce qui fait qu'effectivement, lorsque l'esclave décide de ne plus être un esclave, ou simplement lorsque l'esclave disparaît de son rôle d'esclave, eh bien, c'est à ce moment-là que le maître n'a plus de raison d'être. Et donc, ça c'est la première chose que je voudrais rappeler, c'est ma vision des choses, c'est que ce n'est que dans la mesure où nous nous mettons à genoux que les maîtres de ce monde continueront à nous imposer des choses de plus en plus folles, de plus en plus liberticides, de plus en plus illégitimes. Et c'est pour ça que dès le mois de février 2020, j'étais un des premiers à sonner les alertes. Et il faut dire que je suis un ancien combattant des pandémies, puisque déjà en 2009, je pense que de tous les invités, je suis un des seuls à avoir déjà combattu la propagande, et c'était du copier-coller, sauf que cette fois-ci, ils ont tiré beaucoup d'enseignements de ce qu'ils avaient fait en 2009, au moment de cette pseudo-pandémie de grippe H1N1, avec la manipulation des critères de définition d'une pandémie, avec des conflits d'intérêts au niveau de l'OMS, etc. Enfin bon, toutes ces choses-là. Et j'ai toujours appelé à la défense et à la désobéissance civile non violente, qui me paraît, pour moi, un des axes majeurs de ce que nous devrons faire aujourd'hui, et en étant unis, effectivement, comme le disait à l'instant Alexandra. Moi, ce que je vois avec l'allocution de Macron qui date d'il y a quelques jours, c'est une passe de prestidigitation, c'est-à-dire qu'il est en train de tous nous affoler avec son passe sanitaire pour masquer et pour détourner notre attention sur les choses qui s'en viennent. C'est-à-dire qu'en fait,
comme nous savons maintenant à peu près tous ici qu'il n'y a plus de danger véritable au niveau sanitaire, eh bien, on est en train de nous exciter, de nous occuper avec une perspective de passe sanitaire qui n'est pas encore passée dans la loi pour faire passer toute une série d'autres mesures qui visent le transhumanisme, qui visent le crash financier, qui visent aussi des famines organisées. J'ai de plus en plus de témoignages du monde qui me disent qu'on est en train d'organiser une pénurie des chaînes d'approvisionnement sur le plan alimentaire, mais pendant qu'on est en train de s'énerver sur le pass sanitaire, d'autres choses bien plus graves sont en train de se préparer. Et donc, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que nous ne devons pas perdre de vue l'ensemble, le big picture, comme disent les Américains, parce que c'est une opération je dirais, d'ingénierie sociale qui est à l'œuvre, et Jean-Dominique Michel pourra beaucoup mieux en parler que moi. Finalement, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce que je vois, c'est que chaque fois qu'il y a eu des états de crise qui ont été déclarés, et ce n'est pas le premier, que ce soit au niveau du terrorisme, que ce soit au niveau des sectes apocalyptiques, etc., à chaque fois, il y a eu des avancées au niveau des restrictions des libertés et des droits fondamentaux. Et même lorsque ces crises avaient cessé, on n'est jamais revenu en arrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une politique qu'ils mettent en place pour, je dirais, grignoter un peu plus de nos bras, un peu plus de nos jambes et bientôt de notre cœur si nous ne renversons pas le système, comme le disait Valérie Bugeaud dernièrement lorsque nous l'avons invité à l'info en question. Voilà. Donc, Merci moi, beaucoup, ma vision, c'est ça, quoi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On va avoir Francis Lalanne qui est avec nous, qui était à Avignon, qui s'est produit un très beau spectacle à Avignon. Et pourtant, Francis a été blacklisté, il a été boycotté, il a été vilipendé un peu aussi à un moment donné par les forces de l'ordre. Francis, tu es avec nous quasiment chaque semaine. Tu étais à Paris hier dans cette énorme manifestation, plus de 100 000 personnes, alors que BFM TV parlait d'une centaine de personnes. Mais c'était un véritable scandale, alors qu'il y avait une foule ininterrompue. On a vu les images aériennes de cette foule compacte, massive qui était à Paris. Toi, qu'est-ce que tu en retires un peu de tout ça et de cette mobilisation de ce week-end ? J'ai un problème, c'est que j'entends une voix qui parle, qui dit un poème, et c'est compliqué, j'arrive pas à éteindre ça. Donc je pense que c'est pas bon même pour nous, hein, Francis. Il faut corriger ça parce que là, malheureusement, c'est impossible. Vous l'entendez aussi? Ouais, Francis, en fait, c'est simple. Tu as une vidéo qui tourne, en fait, qui est déjà démarrée sur ton téléphone. Il faut que tu coupes cette vidéo et après, tu pourras re-rentrer. D'accord, ok, je vais faire ça. Merci, Francis. On sera en présentiel sur la Une TV, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas eu ce problème à partir du 2 septembre. Là, je répète que c'est vraiment, vraiment une avant-première. On va donner la parole à quelqu'un d'autre ici présent qui représente une partie des forces de l'ordre. C'est Jean-Pierre Fabre-Bernadac qui a lancé cette fameuse pétition Place d'Armes. C'est un personnage haut en couleur, en tout cas, qui représente ces forces qu'on appelle régaliennes aujourd'hui et aujourd'hui qui se manifestent très violemment. Quel est votre point de vue aujourd'hui là-dessus, sur cette question-là, qui est une question finalement essentielle, puisque peut-être que c'est elles qui ont le pouvoir aujourd'hui de renverser le pouvoir? Je ne vous entends pas. On a un problème de son là aussi. On a un problème de son. Micro main droite. On a un problème de son. Je vois le micro, ça y est, normalement. Ah, bah c'est bon là. C'est bon. Allez-y. Alors, merci d'abord, Richard, pour me donner la parole. Moi, je vais un peu détonner par rapport à vous parce que pour ça, je tenais à parler en dernier parce que je ne vais pas vous parler du Covid. Je ne vais pas vous parler du pass sanitaire, même si je suis totalement d'accord avec vous, même si je pense que la notion de liberté est fondamentale et essentielle. Mais je vais vous parler, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la guerre. Monsieur Macron a dit « nous sommes en guerre ». Moi, je suis en guerre. Lui, il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Moi, je suis en guerre parce que mon pays risque de mourir. Je suis en guerre parce que je pense qu'aujourd'hui, des notions comme la notion de sécurité, des notions comme la notion d'identité sont en train de disparaître.
et que ces notions sont fondamentales. Si elles ne sont pas là, la liberté disparaîtra. Si demain, une jeune femme ne peut pas sortir après 11 heures du soir de son quartier, il n'y a plus de liberté. Il faut qu'elle ait l'envie, il faut qu'elle ait le courage et il faut qu'elle ait aussi la possibilité de ne pas être agressée. Et donc là-dessus, ma réflexion, elle est là. Et comme ma réflexion était là, je me suis adressé à des gens qui ont au cœur chevillé, comme moi, le problème de ce pays, de cette patrie. Ce sont les militaires, les anciens, puisque les militaires d'actifs, c'est impossible, vous savez qu'on n'a absolument pas le droit. Et donc, je me suis adressé aux militaires à la retraite et à travers une lettre, je leur ai expliqué que nous allions tout droit à la catastrophe. Nous allions tout droit peut-être à la guerre civile. Et qu'avant d'arriver là, il fallait que les gouvernants, nos fameux gouvernants, dont vous avez dit pique mal, et vous avez bien raison, prennent conscience de ça. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Allez-y, c'est très intéressant. Donc, alors, je continue un peu parce que si vous voulez, comme encore une fois, je détonne par rapport au reste, je préfère un petit peu terminer mon propos. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que nous avons créé un site qui s'appelle Place d'Armes et sur ce site, nous avons mis la lettre. Et puis là, bon, pour ceux qui l'ont choisi, il y a un certain nombre de gens qui ont pris la parole. Vous savez, c'est comme une fusée. Alors, il y a eu plusieurs étages. Le premier étage, ça a été le fait de passer à Sud Radio et puis ensuite dans Valeurs Actuelles. Puis, il y a eu la réponse de Marine Le Pen. Puis, il y a eu la réponse de Mélenchon. Puis, il y a eu la réponse de la réponse du gouvernement. Et tous ces gens-là se sont mis d'accord, en fin de compte, pour nous faire monter. Et ceux qui devaient faire 200 ou 300 ou 500 signatures est arrivé à plus de 23 000 signatures de militaires et plus de 100 000 d'amis, c'est-à-dire de non-militaires. Sur ces 23 000, il y avait notamment 62 généraux. Donc, tout ça a monté et monté. C'est une mayonnaise qui s'est faite. Pour vous donner un exemple, nous avions à un moment donné une signature toutes les 3 secondes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une réflexion plus globale qui s'est faite. Cette réflexion a amené un sondage et ce sondage a montré plusieurs choses. D'abord, que les Français aujourd'hui tiennent à leur armée. Et la deuxième chose, c'est que cette fameuse lettre, et ce que l'on a dit, eh bien, une majorité de Français, grosso modo de l'ordre de 60%, étaient d'accord avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons décidé qu'à partir du moment où nous n'avons pas été entendus, non seulement pas entendus, mais nous avons été insultés par tout un tas de ministres, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, nous avons décidé d'aller plus loin, en montant une association, ce que nous sommes en train de faire et ce qui sera au début septembre. Et la première des choses que nous allons faire, puisque la seule personne qui n'ait pas lu la lettre, ou du moins qui n'a rien dit de cette lettre, c'était le premier concerné, c'est-à-dire le chef de l'État, chef des armées, eh bien nous allons envoyer à ce brave homme, enfin c'est un euphémisme quand je dis brave homme, nous allons lui envoyer la lettre, c'est-à-dire que nous demandons à tous les gens de Place d'Armes et d'ailleurs, et en passant j'espère dans certains médias, pas évidemment les plus grands, puisque moi je ne suis jamais passé sur TF1, France 2 ou France 3, nous allons leur demander d'envoyer cette lettre au président de la République, puisque c'est gratuit. Et en plus, on mettra un prompteur, on mettra un compteur qui fera que chaque fois qu'ils enverront une lettre, ils iront sur Place d'Armes et ils diront voilà, j'ai envoyé la lettre et on verra combien de lettres Monsieur Macron recevra, 20 000, 30 000, 40 000 plus. Merci beaucoup Jean-Pierre. Juste une question quand même. Le fait qu'ils ne vaccinent pas d'office les policiers et les militaires, est-ce que c'est d'après vous conçu pour relâcher aujourd'hui la pression ? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas parce que c'est très compliqué. Vous savez, d'abord, vous parlez de gens qui sont des gens disciplinés, qui sont des gens qui ont l'habitude d'obéir. Ce sont des gens qui, même nous, je veux dire, si demain on était en phase 2, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à nous barrer la route. C'est comme ça, c'est une chose, là je parle pour les forces de l'ordre, hein, c'est une chose qui est inhérente au système. Si un système ne peut pas compter
sur ces forces de l'ordre, il n'existe plus. Donc, le problème, c'est que si ces forces de l'ordre, et ça c'est une réflexion, je pense, qu'il serait intéressante que vous voyez, si ces forces de l'ordre, à un moment donné, ne fonctionnent plus, si ces forces de l'ordre ne répriment plus, alors je peux vous dire qu'on n'est pas très loin de la guerre civile, ou en tous les cas, on n'est pas très loin d'une insurrection. Et ça, c'est un baromètre imparable. Donc, je pense que ça sera intéressant à voir par la suite, par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport aux manifestations que vous faites et que je soutiens parfaitement, de voir l'attitude qui sera celle des forces de l'ordre à ce moment-là. En tout cas, je peux vous dire que ce week-end à Paris, les forces de l'ordre étaient vraiment, mais vraiment de notre côté. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un moment où on a senti vraiment une agression sur Paris des forces de l'ordre à notre rencontre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, on a la chance… Richard, si je peux me permettre. Oui. Excuse-moi, j'aime pas du tout couper et je m'en excuse avec tout le respect. Non, mais vas-y, c'est le but de l'émission. C'est pas moi qui vais animer tout le temps. Cette chaîne, c'est la vôtre. Parce que j'ai beaucoup de retours, Richard, en fait, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en fait, je tiens à dire à tout le monde que c'est un énorme succès, que beaucoup de personnes sont connectées. J'invite tout le monde à continuer de partager les choses. Alors, je sais que j'ai les retours qui sont en train de retomber par rapport au chat et ce qui s'ensuit. Bien sûr qu'on va renforcer les équipes de modération, car on a une armée de trolls aujourd'hui, certainement macronistes, qui sont avec nous pour essayer de détruire tout ça. Je tiens juste à rectifier certaines choses pour que tout le monde soit d'accord. Nous ne sommes pas des anti-vaccins, nous sommes pour la liberté de chacun. Je tiens à vraiment appuyer sur le sujet. Très important, très important. On est en train de défendre nos libertés ce soir. Aujourd'hui, il y a une grosse publication de l'émission qu'on est en train de faire ce soir. Et bravo Richard, parce que sincèrement, je le répète, c'est un énorme succès. Continuez de partager les choses. Et même les personnes qui sont sur les chats et ce qui s'ensuit, qui sont avec nous pour sauver la liberté pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je répète bien pour nos enfants, c'est super important, puisqu'on est dans un grand virage aujourd'hui de la France, où on essaye d'imposer des choses en français. Ça s'appelle de la dictature, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je suis désolé de poser ces mots qui sont très très forts, mais ça s'appelle de la dictature. Tous les gens qui sont dans les chats, n'hésitez pas. Tous ceux qui sont avec nous pour sauver les libertés, bombardez de messages positifs pour qu'on puisse avancer sur les choses. Je tenais à le dire parce que j'ai beaucoup de retours. Désolé pour cet aparté. Merci. Au contraire, et reviens plus souvent. On a besoin de ces bonnes nouvelles aujourd'hui. On va donner la parole à un pompier qui est là. C'est un homme de terrain. Sa vidéo a fait le buzz. Incroyable. Vous l'avez tous vu forcément. C'est lui, Yannick, qui est ici à droite et qui parlait d'AVC suite à cette vaccination. Il est allé sur le terrain, il était sur le terrain et malheureusement, depuis, comme par hasard, il n'y est plus. Yannick a eu le courage. Il faut du courage aujourd'hui et Dieu sait que Yannick en a pour venir témoigner ce soir chez nous. Yannick, merci en tout cas de tout cœur en tant que pompier d'être avec nous. Je crois que tu es également un élu local et c'est plutôt à ce titre-là aujourd'hui que tu viens. Exactement. Donc, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. Alors, je me permets de le corriger. C'est vrai, on confond des fois Yannick, Pierrick. Merci Richard. Je suis sapeur-pompier en activité, actuellement en congé que j'ai posé moi-même. Je reprends mon activité bientôt là au fin juillet, donc je vais retourner sur le terrain et donc je suis essentiellement là également donc en qualité de citoyen engagé, porte-parole également d'un collectif de citoyens dans les monts du Lyonnais entre Lyon et Saint-Étienne. J'ai pu rencontrer depuis plusieurs mois certaines personnes engagées que l'on retrouve donc sur les différents mouvements. Et je suis également un conseiller municipal dans une liste sans étiquette. Et je préciserai que tous les propos que je tiendrai ce soir n'engagent que moi et aucunement mon équipe municipale. Voilà. Alors, les propos, quels sont-ils? Alors, justement, si tu veux parler du fond du cœur, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as à nous dire comme message fort, Pierrick? Du fond du cœur, voilà. Alors, clairement, ce qu'on constate, et ce qui m'a fait venir et répondre à l'invitation ce soir, c'est que je me dis, on n'a plus grand-chose à perdre. L'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir a été perçue comme un cheval de Troie qui s'immisce dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Nous sommes nombreux de professionnels à s'être sentis pleinement menacés pour les mois qui viennent, puisque on vient de comprendre que potentiellement, selon nos choix, selon
nos revendications, nos contestations, nous sommes menacés de perdre notre activité professionnelle dans les mois qui viennent. Donc l'or n'est plus à l'attente, l'or n'est plus, on va dire, à la conciliation. Il est temps en fait de dire non, comme disaient certains interlocuteurs tout à l'heure, avec notamment la bienveillance. Je ne prône aucunement la violence. Je prône davantage le dialogue, justement. Remettons-nous autour de la table avec les élus, avec des chefs d'entreprise, etc. Je précise également que je suis chef d'entreprise d'une petite structure de formation et de conseil et que voilà, je vois clairement en fait avec les mesures qui évoluent de jour en jour une menace directe sur mes activités professionnelles et mes activités personnelles. J'ose prendre la parole puisque en qualité de porte-parole, il y a de nombreux citoyens, nombreux, ne serait-ce que nous en local, qui nous contactent, qui sont démunis, qui ne savent plus quoi faire, qui se sentent pris au piège avec des personnes qui se résignent à potentiellement aller vouloir se vacciner, non pas par conviction, mais par résignation à vouloir justement essayer de retrouver un semblant de liberté de par des choix qui leur sont clairement imposés. Yannick? Comme disait Olivier tout à l'heure. Yannick? Oui, Pierrick. Oui, excusez-moi. Pierrick. Excusez-moi. On l'appelle Yannick depuis le départ, le pauvre. Alors voilà, le pauvre. Ouais, c'était joli. J'ai une question d'auditeur qui me pose cette question, c'est est-ce que vous, pompiers, vous n'avez pas l'impression d'être un peu de la chair à canon? Parce que quand vous avez voulu manifester avec les Gilets jaunes, eh ben, la police a répliqué durement. Et aujourd'hui, on vient vous demander une vaccination obligatoire. Donc, vous le sentez, votre profession le ressent comment? Pas un peu comme des soldats de première ligne qui se prennent toutes les balles en faisant les efforts collectifs pour les autres, mais sans aucun retour positif? Alors, je vais vous donner en fait mon point de vue purement personnel. Je ne m'étant pas syndiqué, je ne m'exprimerai au nom d'aucun syndicat et au nom d'aucune représentation de l'activité de sapeur-pompier professionnel et volontaire. Toujours est-il que certains ont fait le choix de suivre et on respecte ce choix. Et comme disait Olivier tout à l'heure, je respecte pleinement ceux qui font le choix justement de la vaccination. Je ne suis pas voilà, on va dire dans l'opposition vraiment totale et ferme envers mes collègues qui font des choix différents des miens. Donc à ce jour, ma perception de notre activité professionnelle, est-ce que nous sommes de la chair à canon? J'ai envie de dire oui, non. On pourrait en fait en discuter de longues minutes. Donc là, on est plus dans la partie présentation, mais il y aurait un débat vraiment, on va dire, intéressant à faire. Ce que je constate surtout, c'est que moi, ce que je redoute fortement, c'est que ce soit les employeurs de sapeurs-pompiers ou les employeurs d'infirmières ou autres, de par ces mesures et cet avant-projet de loi que j'ai étudié et qui est proposé, qui va être soumis à l'Assemblée parlementaire, on a une forme en quelque sorte de transfert de responsabilité de mesures de l'État envers les employeurs. Et dans quelques temps, on risque, si toutefois ces mesures passent, de créer une scission entre employeurs et salariés. Et je doute fortement que nos institutions, que mon employeur ou d'autres employeurs souhaitent se retrouver dans cette situation contrainte réglementairement de licencier certains de leurs salariés. Donc, je suis inquiet justement de ces mesures. Pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer, parce qu'on en est encore au stade des présentations alors qu'on a déjà 50 minutes d'émission. On va accélérer un peu le rythme avec Christophe qui est là et qui est l'un des gilets jaunes de la première heure. On est très fiers de l'accueillir et on se rend compte que les gilets jaunes aujourd'hui avaient raison, avaient tout vu finalement avant l'heure. On les a condamnés ensuite parce qu'il y a eu des violences totalement inadmissibles, mais on sait que ce n'est pas par ces gilets jaunes de la première heure que ces violences sont intervenues, mais par des gens qui ont infiltré le milieu et on sait d'où ils viennent, et en tout cas on l'imagine bien. Tu vois les choses comment, toi, Christophe, aujourd'hui? Toi qui représentes un peu ce peuple présent dans les rues et qui manifeste. Bonsoir à tous, félicitations pour ton émission et ce que je vois aujourd'hui autour de cette table, c'est de nombreuses compétences dans chacun de leurs domaines. Et c'est ce qui, aujourd'hui, doit être la clé de notre réussite. C'est-à-dire que
au lieu d'avoir des énarques en politique qui savent tout faire et ne rien faire, nous devons avoir, en tant que représentants politiques, de véritables compétences. Voilà. Donc moi, je suis gilet jaune, bien entendu, parce que j'ai fait démarrer le mouvement dans le Vaucluse, où nous avons été le département le plus puissant en termes de blocage le 17 novembre, parce que j'avais demandé, j'ai organisé ça un petit peu comme le maquis Ventoux, je me suis basé là-dessus pour avoir vraiment une puissance de feu. Mais l'objectif n'était pas que de dénoncer la hausse des taxes, parce que ça, c'était la poudre de perlimpinpin. Dès les premiers jours, j'ai commencé à créer des assemblées citoyennes pour dénoncer le fait que nous n'étions plus en démocratie, que ce gouvernement-là n'était pas légitime et que tous les gouvernements après De Gaulle ont été des gouvernements félons pour servir les intérêts mondialistes et en aucun cas la souveraineté nationale et les intérêts du peuple. Donc aujourd'hui, je parle en tant que forgeron paysan, parce que je vis pratiquement en autonomie, mais après les Gilets jaunes, à l'acte 3, il faut se souvenir d'un mot, d'une phrase qui a été écrite et dite par Castaner. C'est que lorsque les Gilets jaunes ont défoncé la porte de Benjamin Griveaux, je pense que vous vous en souvenez avec le chariot élévateur, il a dit cette phrase: « Il ne faudrait pas que la bête que nous avons créée nous échappe. » Alors, je vais dire une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, et là je vais peut-être en blesser quelques-uns, a été organisé par le pouvoir politique. Le mouvement des Gilets jaunes a été organisé par le pouvoir politique pour justement permettre à ce pouvoir de faire voter des lois de plus en plus liberticides et de transformer les gardiens de la paix en force de l'ordre, puisque vous voyez très bien que les gens aujourd'hui qui sont dans les manifestations, mais là je fais la différence entre encore des groupes, c'est-à-dire que hier, c'était la gendarmerie qui nous accompagnait. Et les gendarmes sont nobles et à nos côtés, ce sont des gens d'armes. Par contre, je pense que tu l'as vu, tu disais qu'il n'y avait jamais eu de petits soucis. Lorsque la Brave est intervenue, ces Golgoths masqués, casqués, le peuple les a rejetés en force. Et les gendarmes sont presque mis entre les deux groupes. Et ces gens-là sont sortis parce qu'il y avait un rejet populaire. Parce qu'ils n'attendaient qu'une chose, bien entendu, vu cette masse de citoyens qui étaient sortis non à l'appel. Et là, je remercie notre avocat ici présent qui vient comme ça, il va m'éviter de dire quelque chose de blessant, c'est que les gens ne sont pas sortis à l'appel de M. Philippot. Ils sont sortis pour retrouver leur liberté et bien entendu dans un acte de bienveillance et de rassemblement. Donc, aujourd'hui, il faut faire la différence. Il faut redistribuer les cartes. Le politique est là pour servir et non se servir. Les gendarmes sont là pour protéger. Les gendarmes, G-E-N-S-D-A-R-M-E-S. C'est-à-dire que nous avons l'armée, les militaires qui sont aussi dans la gendarmerie, mais surtout, il faut faire attention, et là, le capitaine qui était là avant moi, qui est intervenu, il a raison. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne tient que par la répression et par cette masse de CRS qui sont mises en place, qui sont armés de plus en plus et qui sont là comme dernier rempart. Et je les appelle la garde prétorienne parce qu'ils sont là pour protéger ce pouvoir qui aujourd'hui est mort. On le sait tous. Ce qu'il faut, c'est amener, non pas justement à éviter cette guerre civile qui fromente, mais je le disais depuis déjà il y a 2 ans en arrière, ce qu'il faut, et là il y a un événement, parce qu'il a parlé de problèmes d'alimentation, parce que le pouvoir en place va user de ses dernières armes pour essayer de créer ces distensions au cœur de nos communautés. Et donc, il y a un blocage prévu par les routiers le 14 août. Donc, il va falloir faire très attention parce que vous savez que les routiers sont très organisés syndicalement et que les partis politiques aujourd'hui sont tous asservis au système et tous les syndicats sont asservis au système. Donc, attention à ce que ce blocage organisé par les routiers ne soit pas celui du gouvernement pour créer justement des distensions au cœur de notre communauté. Donc aujourd'hui, Évolution citoyenne, dont je suis le président, c'est organisé et c'est organisé avec d'autres groupes citoyens pour créer le Conseil national de libération. Donc ce sont. Alors on viendra avec toi, Christophe, plus tard, parce qu'il y a une partie politique plus tard avec les citoyens et les autres mouvements. On ne va pas privilégier le tien par rapport aux autres. Bien sûr, Francis est là, on va lui redonner la parole. Maintenant, ça fonctionne, Francis ?
Francis, on a souvent des problèmes techniques avec toi sur les Zooms. On ne t'entend plus maintenant. Le micro à gauche. Ah, Francis qui a une voix forte, elle s'est éteinte ce soir. Elle est où ta voix de chanteur là? On a besoin de l'entendre. Crie-nous ta joie d'être avec nous, de voir ce peuple se lever aujourd'hui. Francis, clique sur l'écran. Tu as besoin d'une aide technique. Je suis désolé, on ne peut pas donner la parole. On va donner la parole maintenant à nos amis Là, suisses. vous m'entendez là? Là, vous m'entendez? On t'entend, vas-y. D'abord, je vous dire ma joie et mon émotion de vous voir tous là et de me dire qu'on est tous ensemble dans cette aventure. C'est presque ça me coupe la chic tellement je suis ému. Je voudrais juste te dire quelque chose aussi par rapport à ce qui a été dit par Christophe et par Carlo. Effectivement, il faut que tout ce que nous sommes en train de lancer reste citoyen et pas politique. Moi, j'ai toujours été de ceux qui voulaient une réunion de tous les résistants. Et ça me dérangeait pas que certains de ces résistants soient des politiciens reconvertis dans la résistance. Ça me dérangeait pas. D'ailleurs, j'ai été le premier à aller féliciter Florian Philippot pour le boulot qu'il fait. Je trouve qu'il fait un super boulot et je suis allé le voir de la Liberté à un moment donné. D'ailleurs, sous l'incitation de Richard qui me disait « tu devrais aller le rencontrer, c'est un type formidable ». Je suis allé effectivement, j'ai dit tout le bien que je pensais de son travail et j'ai rencontré un type formidable, que j'ai trouvé formidable. Mais en tant que citoyen, mais pas en tant que politique. Attends, voilà, j'y viens. Je suis monté sur le podium parce que c'est lui qui m'a dit « est-ce que vous voulez parler ?» Je n'étais pas du tout venu pour ça. J'ai dit « ok, moi je ne refuse jamais la parole quand on me la donne ». Et sur le podium, j'ai lancé une idée qui était justement d'organiser une grande manifestation de convergence de tous les résistants à Paris pour s'opposer à toutes les mesures liberticides. Quand je suis monté à Paris, et tu le sais Christophe, hein, quand on est monté à Paris, on s'est fait, j'ai quitté le Festival d'Avignon et après on s'est retapé Avignon-Paris en bagnole pour que je sois à l'heure à ma représentation. Je suis arrivé une demi-heure avant. Quand on est monté, c'était pour moi dans mon esprit, il y avait Martine Bonner, il y avait plein de résistants qui se rassemblaient, il y avait Philippot qui à mon avis fait partie des résistants, etc. en tant que citoyen. Et puis tout d'un coup, on s'est trouvé dans cette manif qui était extraordinaire, où il y avait énormément de monde. Et effectivement, tous les gens qui étaient là n'étaient pas là à l'appel de Florian. Ils étaient là à l'appel des uns et des autres. Il y a Olive qui avait fait un énorme boulot, Olive qui a fait monter énormément de gens à Paris, etc. etc. Et c'est sûr qu'à un moment donné, dans le courant de la manifestation, on a eu le sentiment pas qu'on s'était fait piéger, mais que finalement tout ce qu'on était en train de faire était en train d'être récupéré de manière politicienne. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous très clairs par rapport à ça. Et moi, je veux être très clair par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut une alternative citoyenne à la politique politicienne. Je pense que c'est ce que nous devons créer parce que de toute façon, il faudra en passer par la phase élection. Il faudra quand même prendre les manettes de ce système si on veut l'abolir. Je ne pense pas qu'on pourra le faire de l'extérieur. Donc, à un moment donné, il faudra rentrer dans la bête pour prendre les manettes. Mais j'ai été un peu triste tout d'un coup que le citoyen que j'avais rencontré et qui est un garçon que j'ai apprécié et que j'apprécie, tout d'un coup, les mauvaises habitudes politiciennes, tout d'un coup, parce que parti dans une démarche plus politicienne que citoyenne, tout d'un coup, me le fasse voir autrement, c'est-à-dire comme il est quand il est politicien, quoi. Et nous, on n'est pas ces gens-là. Nous, on n'est pas ces gens-là et on ne le sera jamais. Et on veut pas l'être. Exactement. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que sur la Une TV, on a décidé délibérément de ne pas inviter de politique. Ouais. C'est ce monde-là qu'on refuse. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, je commence à avoir un problème avec le mot désobéissance. Super. Parce que ça nous place nous-mêmes dans le rôle de celui qui doit obéir. Ceux qui doivent obéir, c'est nos employés, c'est-à-dire nos élus. Ce n'est pas à nous de leur obéir, c'est à eux de nous obéir. Et le problème, c'est que même moi, j'ai utilisé ce mot de désobéissance civique même, parce que c'est un droit de l'homme, le 4e dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mais là, maintenant, ça commence à être un problème pour moi-même d'utiliser ce mot parce que j'estime que la France n'a plus de gouvernement. Moi, j'estime qu'on se comporte encore comme si on avait un gouvernement, alors qu'on n'a plus de gouvernement. C'est-à-dire que la France est occupée, pour moi,
Elle est occupée, c'est une occupation par les élus qui occupent les postes de responsabilité et qui travaillent pour des intérêts privés aux dépens du peuple. Et lorsqu'un élu fait ça, à mon avis, c'est ma vision, il met lui-même un terme à son propre mandat. Et de ce fait, nous n'avons plus d'ordre à recevoir de lui, ni même d'instruction à recevoir de lui, ni même d'information à recevoir de lui. Il devient nul et non avenu. Et je pense que dans les actions que nous devons imaginer ensemble, il faut arriver à trouver un moyen de créer cette conscience et cette prise de conscience dans la conscience collective. C'est-à-dire cette prise de conscience collective, il faut arriver à la créer en n'étant plus en réaction, toujours en réaction par rapport à ce qu'ils nous imposent. Les Blancs, ils jouent avec les Blancs, ils ont plusieurs coups d'avance et ils nous obligent à chaque fois à réagir. Il faudrait qu'on récupère la main et il faudrait qu'on les mette, eux, en position de réagir à ce que nous allons créer. Et je pense que le chantier que nous devons, nous, entreprendre tous ensemble, réunis, maintenant qu'on arrive enfin à se réunir, c'est ce chantier-là. Le chantier de l'action et plus le chantier de la réaction. Merci beaucoup, Francis. On va passer à nos amis suisses. Alors, tu es très souvent en vadrouille avec cette chère demoiselle qui est au-dessus de toi. Charmante, là, Chloé F, qui nous vient de Suisse, mais qui est maintenant quasiment plus en France qu'en Suisse, hein, parce que tu t'intéresses à ce qui se passe ici. On verra tout à l'heure avec François de Zimmenthal, qu'on voit ici en haut, et qui est un formidable résistant suisse. Il faut savoir, et je tiens à le dire, que les Suisses ont organisé, figurez-vous, un référendum contre la loi Covid. Le Parlement suisse a dit il faut voter oui au référendum. Les partis politiques suisses ont dit il faut voter oui au référendum. Et le peuple suisse, tenez-vous bien, à 40% a dit on ne votera pas cette loi Covid. Et non seulement François et toute la clique de amis, ça s'appelle les amis de la Constitution en Suisse, qui sont battus incroyablement pour ça, eh bien, non seulement ils ont pris acte de ce résultat, mais ils ont décidé de le remettre en question, ce résultat, parce qu'ils pensent qu'ils sont majoritaires en Suisse aujourd'hui contre la loi Covid. Et pourtant, Dieu sait, pour y avoir été un certain nombre de fois, qu'en Suisse, les mesures sont beaucoup plus light qu'en France. C'est dire que les Suisses sont extrêmement résistants. Chloé, je te redonne la parole. Merci Richard, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, je viens de Suisse, mais je suis née en Suisse, mais je suis française d'origine et belge. Et là, je revisite mon pays. Je suis à Montpellier actuellement. J'ai loupé d'une heure et demie la grande manifestation qui a eu lieu hier et j'en suis vraiment très déçue puisque j'étais dans les bouchons, je venais de la Haute-Savoie et j'ai été prise dans les bouchons avant d'arriver. Ils étaient au moins 10 000, donc c'est très encourageant. Moi, je trouve que tout ce qui se passe finalement est un grand élan d'espoir puisqu'on a vu tellement de personnes déjà se réveiller avec les gilets jaunes, mais se réveiller également encore plus depuis ces restrictions très fortes de liberté. Je vois que nous nous rapprochons, que nous convergeons, les résistants qui étaient déjà sur le terrain depuis plusieurs années, dont nous formons partie ici. Je suis ravie d'être avec vous dans cette aventure de la Une TV pour montrer aussi à quel point nous faisons bloc, nous sommes unis contre l'oppression et pour la liberté, pour la défense des droits humains et de la vie. Et j'ai dénoncé donc dans les débuts les objectifs de Gavi, l'alliance vaccinale de Bill Gates, ceux de l'OMS qui ont leur siège à Genève où je vis, également ceux de l'ONU et du Forum économique mondial. Et c'est pour cela que j'ai été tout de suite censurée, diffamée, diabolisée comme la plupart d'entre nous ici. Je tiens à rappeler aussi que la Suisse, c'est 1294 cas graves d'effets suite au vaccin Covid, enfin aux injections Covid, et 116 décès au 2 juillet, que cela permette de faire réfléchir ceux qui ne sont pas au courant de ces données-là, puisque dans nos médias, comme chez vous en France, comme chez vous au Québec, comme dans toute la francophonie et dans le monde entier, sont détournés et nous donnent juste la doxa, la doctrine de ces pouvoirs que j'ai cités avant, l'OMS notamment, et que chez nous comme ailleurs, la démocratie n'est qu'une façade, n'est qu'une vitrine, même si nous avons les référendums, comme tu l'as très bien rappelé, Richard, ou à cause de la propagande médiatique et de la propagande gouvernementale, le peuple bien docile et confiant dans son bon gouvernement a voté contre ses intérêts, comme très souvent en votant oui à cette loi Covid-19 et à la loi antiterroriste qui nous désigne tous ici
comme des terroristes qu'on pourrait assigner à résidence, par exemple. Donc, en Suisse, la résistance est aussi au rendez-vous. C'était une belle surprise parce que je me disais au départ que la France était plus habituée que nous à la résistance, à la révolution. Et on a vu que les Suisses se sont levés en masse, malgré effectivement des mesures beaucoup plus light, comme tu l'as très bien dit. On n'a pas eu de confinement, on n'a pas eu de couvre-feu, on n'a pas eu de... on n'a pas eu masque, d'attestation, on n'a pas eu d'attestation, d'auto-attestation. Oui, Natacha. Oui, si tu avais une action à conseiller aux Français, toi, la Suisse, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Quelle action on devrait entreprendre? Il y en a plusieurs, mais pour moi, déjà, il faut éviter la violence physique, puisque c'est ce qu'ils attendent. Hein. Le gouvernement n'attend que d'avoir une insurrection pour pouvoir encore imposer un état martial plus drastique. Je dirais, ce que je conseille souvent, c'est de se faire confiance, de ne pas croire aux bluffs et aux intimidations, notamment de Macron, qui change d'avis toutes les 5 minutes, de se mettre ensemble, d'écrire à nos autorités, à nos élus, même si on sait que dans les faits, ils ne tiendront pas forcément compte du contenu de ce qu'on va leur écrire, mais du nombre de personnes. Laisser des traces. Je pense qu'il faut laisser des traces, il faut montrer qu'on est présent, qu'on ne se laisse pas décourager, pas intimider. Et ça, c'est leur grande peur. Leur peur, c'est qu'on soit unis et qu'on soit majoritaire. Parce qu'en fait, ce que dit souvent Francis, je vais le reprendre, c'est que ces gouvernements, ces médias nous font croire que nous sommes une minorité. Or, nous ne sommes pas une minorité, nous sommes une majorité, mais pas encore assez visible, puisque les médias font tout ce qu'il faut pour nous cacher, notamment en donnant des faux chiffres, notamment pendant les manifestations, en disant qu'on est très peu. C'était déjà le cas pendant les Gilets jaunes. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, dans le monde, il y a 25% de vaccinés, 2 doses, même pas 2 doses, 1 dose, et qu'on est beaucoup moins nombreux que ce qu'ils nous annoncent à être convaincus par la dangerosité du virus, prétendument, et convaincus par l'efficacité de ces prétendues injections qui sont, je le rappelle, expérimentales, jusqu'à au moins 2022 en ce qui concerne Moderna. Donc j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup de foi en notre mouvement, qui n'est pas que le nôtre ici. Ici, nous sommes juste des représentants des représentants qui ne sommes qu'une petite partie, la partie émergée de l'iceberg. Et je sais que sur le terrain, j'ai fait de tellement nombreuses et belles rencontres que je me dis qu'on n'est pas perdu et qu'on va y arriver. Donc courage à tous, on tient bon, on se soutient et on ne lâchera rien. Ok, on ne lâche rien. Merci beaucoup, Chloé. Alors, avant Richard, juste 2 secondes parce qu'il y a une importance quand même sur la chose. Olivier, je voulais te donner la parole. Ouais. Une bonne nouvelle encore. Parce qu'il y a une grosse importance sur ce qui vient d'être dit. Elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, malheureusement, les médias essayent de faire croire qu'on n'est pas beaucoup dans la rue. On a beaucoup réfléchi avec l'équipe et je suis en train de rentrer en contact d'ailleurs avec Jean-Marie Bigard parce que Jean-Marie Bigard, en 2014, a fait une énorme action qui s'appelait les bouchons du cœur. Alors, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Jean-Marie Bigard a dit qu'il fallait enlever les bouchons des bouteilles d'eau pour pouvoir les récupérer et faire des fauteuils roulants avec. Je suis en train de rentrer en contact avec cette association pour pouvoir quantifier en fait le personne qu'il y a dans les manifestations. C'est très simple. On demandera à tout le monde de prendre un petit bouchon en plastique et de se rendre dans ces manifestations. Et les bouchons du cœur seront présents à l'entrée des manifestations, vont récupérer ces bouchons. Premièrement, ça va créer des fauteuils roulants. Et deuxièmement, ils pourront les quantifier sur toute la France, puisqu'ils sont dans tous les départements de France. On est en train de mettre ça en place et on demandera juste aux gens de venir en manifestation avec un petit bouchon en plastique, ce qui permettra de quantifier le nombre de personnes. Ah, tu as été coupé. Bon, en tout cas, c'est une superbe initiative. Alors, dans 2 minutes, ça je promets, on va redonner à nos médecins ici présents et à nos chercheurs le droit de parole. Simplement, en attendant, je voudrais faire avec Carlo, qui est ici, un point sur cette heure d'émission. Tu vois ça comment, plus sérieusement que sur ta première intervention, tu vois ça comment, la gravité de la situation aujourd'hui? Tu la perçois comment, Carlo? Carlo? Ah, encore un problème de son avec Carlo? Le micro en bas à gauche. Je pensais que tu étais habitué à faire des lives, Carlo. Non, je suis j'attends mon tour. Merci de me donner la parole. Alors, je voulais vous dire une chose. À la mairie de Paris, l'alerte qui est donnée par les renseignements généraux concernant la manifestation de samedi était manifestation de la mouvance complotiste des anti-vaccins, 800 à 1500 personnes. Ça, c'était le message
qui a été communiqué. Je vous donne ma parole parce que c'est une élue qui m'a communiqué cela. Ils reçoivent les alertes et c'était cette alerte-là. Donc vous comprenez très bien que si on a l'impression que nous sommes suivis, analysés, contrôlés, ils ont vraiment un très mauvais plateau Internet de contrôle parce que de penser qu'on était 800 ou 1005, c'est vraiment du mauvais. Donc à la limite, ayons confiance que peut-être ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils mettent des débiles à nous contrôler. Donc en l'état actuel de choses, la situation est grave. Bien sûr qu'elle est grave. Elle est très, très grave. Aujourd'hui, quand je dénonce depuis des mois et des mois sur la gouvernance mondiale et sur ce qui est le premier cercle a une manœuvre qui n'est pas du tout une analyse complotiste, mais qui est celle que nous connaissons, les personnes qui sont ici présentes le savent parfaitement. Et aujourd'hui, ils ont une feuille de route. Cette feuille de route est une feuille de route qui a des buts très précis. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une ère qui s'appelle l'ère du numérique. Aujourd'hui, ils ont réussi à détruire les souverainetés nationales pour arriver, surtout dans le monde occidental, à pouvoir avoir une sorte de marché aux emplettes avec sans difficulté, parce que dans le monde occidental, nous avons l'argent pour payer du 15 euros, 15 $, la dose qui peut arriver jusqu'à 125 $ le cas échéant. Donc automatiquement, nous sommes une magnifique machine à sous pour le cercle capitalistique. Mais le problème est beaucoup plus grave. Il s'agit vraiment de notre identité. Alors, je ne veux pas rentrer dans des discussions qui sont la 5G, le contrôle, les trucs et tout ça, ça relève des scientifiques. Moi, je parle en termes de droit. Quand je regarde et que je dénonce depuis le mois de mars, avril de l'année dernière, toutes les lois, tous les textes, toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés ont eu pour finalité de construire aujourd'hui une structure et un tissage individualisé de contrôle à travers l'addition des datas venant de tous les côtés. Et ça, je l'avais dénoncé déjà depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on doit se faire. Je rappelle à tout le monde que nous avons M. Thierry Breton nommé commissaire à l'Union européenne, que ce monsieur a été pendant 10 ans le président de Atos, que Atos est la société qui a acquis la technologie du QR code, que le QR code est d'une création du Mossad, c'est quand même rien, c'est pas parce que c'est le Mossad, mais c'est une technologie qui a été achetée par une structure qui s'appelle Atos, de laquelle font partie Vanguard, qui détient une partie du capital, Soros et les autres fonds. Et ce que aussi Chloé a justement dénoncé dans son reportage remarquable, notamment à Genève. Donc aujourd'hui, nous avons une boucle capitalistique. Quand vous prenez les connexions Pfizer, investissement, laboratoire du Wuhan, je les ai mises sur le site, on a dit que c'est une fake news, mais ce n'est pas parce qu'ils sont allés contrôler, effectivement. Vous verrez que tout Glaxo, tout le monde sont tous reliés, et quand que BlackRock, etc. Donc aujourd'hui, nous avons devant nous un pachyderme monstrueux avec M. Macron qui est un des serviteurs de ce premier cercle avec les autres. Mais Macron a été vraiment chargé, et ça, ce sont des informations qui me prennent parce que j'ai la chance d'avoir ce lien privilégié avec un relais qu'on appelle maçonnique, qui a son rôle et son importance. Il est vraiment le Missi Dominici qui a été envoyé par le premier cercle en Europe. Pourquoi? Parce que Merkel est en phase de transit. En Italie, Draghi, il a trop la marque de fabrique parce qu'on sait qui c'est. Et pour les gens, ce n'est pas quelqu'un. Puis il n'a pas l'aura, il n'a pas la dimension internationale au sens aura et séduction. Donc Macron est considéré comme la bonne petite gueule qui va porter effectivement le message du premier cercle. Et le langage, pour ceux qui sont des férus épistémologiques comme vous l'êtes, vous avez vu comme il parlait, il s'est exprimé quasiment au nom du monde. Ce n'est pas un lapsus freudien, c'est vraiment un message affiché de manière très claire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, et nous sommes, et ça je vous le dis avec force, nous sommes le bastion, c'est Alésia 52 avant Jésus-Christ, nous sommes l'Alésia de la défense des libertés. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail transversal avec tous les amis. En Italie, la situation est catastrophique. Quand vous parlez, on parle de la France verrouillée, mais l'Italie, c'est monstrueux. Moi, je suis parti en Italie samedi dernier. Le message était fait attention, quand tu es sur l'estrade, ne dis rien contre les vaccins parce que tu vas être arrêté par la Digos directement sur l'estrade. Et ça, je sais que ça pouvait arriver. Merci beaucoup, Carlo.